La Place du Souvenir africain est un espace de mémoire rattaché au ministère de la Culture du Sénégal. Elle représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. À cet effet, nous vous proposons e-souvenir, un concept qui a pour but de faire connaître et redécouvrir les grandes figures ayant marqué les consciences collectives. E-souvenir vous présente M. Gamal Abdel Nasser, président de la République d'Égypte, symbole vivant de la résistance et de la dignité. Je voudrais d'abord dire que c'est vraiment depuis Dakar, capitale intellectuelle et spirituelle de l'Afrique de l'Ouest, terre de Léopold Sédar Senghor, de Cheikh Anta Diop et de Cheikh Ibrahim Niasse, qu'il est essentiel de raviver la mémoire de celles et ceux qui ont porté le combat de la dignité africaine. C'est pourquoi je vous salue pour avoir choisi ce sujet et la figure de Gamal Abdel Nasser, qui est parmi eux et qui occupe une place singulière, celle d'un leader africain profondément engagé contre la lutte contre l'impérialisme, la domination économique et la fragmentation du continent. Comme vous le savez, Gamal Abdel Nasser naît en 1918 à Alexandrie, dans une famille modeste. Rien ne le disposait à devenir un géant politique du XXe siècle. Ayant grandi dans le delta du Nil, il est très tôt confronté à l'humiliation coloniale imposée à l'Égypte par la domination britannique. Étudiant à l'établissement Al-Nahda Al-Masriya au Caire, il participe dès sa jeunesse à des manifestations contre l'occupation étrangère. Il a intégré l'Académie militaire royale en 1937, convaincu que l'armée peut devenir un outil de libération nationale. À cette époque, l'Égypte est officiellement une monarchie indépendante, mais en réalité sous tutelle britannique. Cette contradiction nourrit chez Nasser une conscience politique profondément inspirée par à la fois Mustafa Kamel, qui est un grand leader politique en Égypte, par le grand et célèbre poète Ahmad Shawki et par les figures historiques telles que Atatürk et Napoléon. C'est à l'Académie militaire qu'il rencontre Anwar el-Sadat, avec qui il fonde le mouvement des officiers libres, une organisation déterminée à mettre fin à la monarchie, à la domination étrangère. Le 23 juillet 1952, les officiers libres renversent le roi Farouk. Cette révolution n'est pas seulement un changement de régime, elle est une rupture historique avec l'ordre colonial. La République est proclamée en 1953 et après des tensions avec le président Mohamed Naguib, il accède pleinement au pouvoir et est élu par référendum président en 1956. Pour Nasser, la souveraineté politique n'a pas de sens si elle s'accompagne de justesse sociale et d'indépendance économique. Il engage alors des réformes majeures, réformes agraires, industrialisation, développement de l'éducation et de la santé. Il construit le barrage d'Assouan, symbole de la modernité, de maîtrise nationale des ressources naturelles. Le 26 juillet 1956, à Alexandrie, Nasser annonce la nationalisation du canal de Suez, jusque-là contrôlé par les intérêts britanniques et français. Cet acte courageux provoque une agression militaire conjointe de la France, du Royaume-Uni et d'Israël, mais l'échec de cette intervention marque un tournant mondial. C'est là que je réponds à votre question. Pour la première fois, un pays du Sud impose sa souveraineté face aux anciennes puissances coloniales. Dans toute l'Afrique, de Dakar à Accra, de Bamako à Alger, Nasser devient un symbole vivant de la résistance et de la dignité. J'étudiais en Italie et à l'université de Bologne et j'avais une professeure qui me disait que lorsqu'elle était étudiante, elle avait visité le Mozambique et dans un village vraiment très lointain, elle est entrée dans une hutte et elle a vu le portrait de Nasser. Elle a demandé aux paysans, mais elle n'arrivait pas à comprendre comment
sa photo était venue là et elle pensait qu'il l'a trouvé quelque part, il l'a mis, il ne savait pas c'est qui. Et le paysan, il lui répond, mais c'est notre libérateur. Et elle était un peu surprise. Alors selon l'historien Saïd Abou Riche, son portrait se trouvait aussi bien dans les tentes du Yémen que dans les souks de Marrakech et les villas de Syrie. Donc l'Égypte de Nasser ne se contente pas de sa propre indépendance, elle se fait sanctuaire de l'élite africaine. Dès la fin de 1950, le Caire accueille et forme et soutient le FLN algérien, le PAIGC d'Amilcar Cabral, l'ANC sud-africain, le MPLA congolais, des mouvements du Mozambique, du Zimbabwe et du Rwanda. En 1959, Nasser crée le Bureau de liaison africaine, véritable quartier général des luttes de libération. La radio, la voix de l'Afrique libre, diffuse des messages anticoloniaux en 7 langues africaines, atteignant les villages et les maquis et les consciences. Jean Lacoutre, historien, parlera de Nasser comme un des grands frères de l'Afrique. Pour Nasser, l'Égypte est africaine et l'Afrique ne peut être libre sans unité. Donc il a entretenu des relations étroites avec Nkrumah, Lumumba, Sékou Touré et Julius Nyerere de Tanzanie. On a vu pendant les jeux de football de la CAN, on célébrait Lumumba. Et ça nous a fait un peu penser à ce que Nasser avait fait pour la famille de Lumumba. Nasser l'avait soutenu et il avait accueilli sa famille en Égypte. Ses enfants étaient élevés en Égypte et accueillis. Et même, il a changé le nom de la rue où était le consulat de Belgique à Alexandrie et il l'a nommé rue Patrice Lumumba. Donc, il partage vraiment une vision panafricaniste révolutionnaire fondée sur la souveraineté économique, le refus du néocolonialisme et la coopération sud-sud. L'Égypte est entre l'Afrique et le monde arabe. Elle est entre le trait d'union entre ces deux mondes. Et donc, il y a des pays arabes qui sont en Afrique, tout le monde, tout le nord, le Grand Maghreb, c'est les pays arabes, et en Asie, bien sûr, le Golfe. Donc, Nasser il a participé à la création à la fois de l'Union africaine et de l'unité arabe aussi. Donc, c'est Jamaat ad-Dawla al-Arabiyya. Donc Nasser était vraiment considéré comme étant arabe et africaniste, mais lui, il se considérait, il soutenait le monde libre. À Bandung, en 1955, avec la création des mouvements des néo-alignés, Nasser affirme qu'il existe une voie africaine, asiatique, indépendante de Washington et de Moscou. Cette doctrine inspire profondément de nombreux États africains nouvellement indépendants, y compris en Afrique de l'Ouest. Elle permet d'échapper à la recolonisation, déguisée et d'affirmer une diplomatie fondée sur la dignité, l'autonomie et la souveraineté. Alors pour le Sénégal panafricaniste, Nasser n'est pas un dirigeant lointain. Il est compagnon de lutte historique, un allié de Senghor, un ami des confréries. Il avait de très bonnes relations avec Cheikh Niasse, un défendeur de l'Afrique noire autant que du monde arabe, comme je venais de le dire. Son message résonne encore aujourd'hui. C'est ce que la jeunesse demande, souveraineté économique, contrôle des ressources, unité africaine, solidarité entre les peuples. C'est une mémoire vivante face aux défis présents. Il a osé dire non aux occupants et il a repris les ressources naturelles du pays. C'était un symbole africain et il a été vraiment accueilli avec grandiose en Afrique. Tout le monde veut faire cela.
C'était pas une relation facile, mais c'était un pays qui voulait son indépendance, donc et sa souveraineté, ce qui bien sûr n'était pas accepté par ses puissances. Donc c'était une relation un peu... lui, il voulait une relation d'égal à égal. Et je crois qu'il a réussi. Et c'est un modèle maintenant en Afrique. Et il vit encore en nous. Bon, le nasserisme, Nasser a vraiment, il a vu l'unité africaine, et ce n'est pas une utopie, mais c'est une responsabilité qu'on devait porter, surtout dans les défis à cette époque et ce qui continue aujourd'hui aussi. Donc, face aux enjeux actuels comme le chômage massif des jeunes, la dépendance économique, la persistance, la pression migratoire, la vulnérabilité des économies africaines et fragmentation politique du continent, la pensée de Nasser conserve actuellement son actualité profonde. Et il affirmait avec clarté que la liberté, la dignité et l'indépendance ne sont jamais des dons. Elles sont le fruit de la conscience, de l'unité, de la volonté des peuples. Donc tout ce que Nasser, il a eu bien sûr des points négatifs, mais sa pensée et sa legacy est plus grande. Donc comme tu sais que de Dakar à Accra, à Conakry, son combat nous rappelle encore la pensée de l'Afrique par elle-même, qu'il faut parler d'une seule voix, qu'il faut refuser toute domination ancienne ou nouvelle, et il faut bâtir son avenir fondé sur la souveraineté économique et la coopération africaine. Je crois que toutes ces pensées-là, toutes ces notions pardonnent ce qu'il a fait ou bien tout ce qui ne s'est pas bien passé durant son époque. Donc nous sommes tous héritiers de cette longue tradition intellectuelle du panafricanisme et humaniste. Cet héritage nous concerne vraiment jusqu'à aujourd'hui et il nous invite vraiment à transformer, transformer l'indépendance formelle en souveraineté réelle, comme actuellement c'est le cas au Sénégal et dans plusieurs pays africains. Et il faudra qu'on fasse de l'unité africaine un projet concret à inscrire l'Afrique dans la mondialisation sans renoncer à ses dignités. Comme Senghor le disait, l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Donc Nasser, Senghor, Nkrumah, ils nous ont tous montré le chemin et c'est à nous désormais de le poursuivre avec lucidité, responsabilité et engagement. Ce programme vous a été proposé par la Place du Souvenir africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.